Ok. Ouais. Je suis pas retenu diplomatiquement, donc je suis tranquille. je peux parler en tant que prof, donc c'est cool. Écoutez, moi je dirais heureusement qu'on a eu ce désaccord pour la Seconde Guerre du Golfe. Ça nous a permis de mettre les choses à plat, de savoir qui voulait quoi, qui voulait travailler avec qui avait fait quoi pour que certains travaillent avec qui. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Et surtout ce qui est positif, c'est les conséquences de la Deuxième Guerre du Golfe. Nous avions raison. Nous avions raison, il ne fallait pas y aller. Il ne fallait pas écouter la petite fiole qu'on agitait au Conseil de sécurité. Non, je pense que là, franchement, les Européens et même les Anglais s'aperçoivent que leur destin géopolitique, stratégique, ne sera pas toujours lié aux États-Unis et que surtout, leurs décisions communes ne seront peut-être pas toujours au bénéfice de l'Angleterre ou de certains pays qui ont suivi la politique américaine. Donc ça, cette deuxième guerre du Golfe a bien montré qu'il pouvait y avoir des destins différents et des décisions que nous ne prendrons pas ensemble. Je parle de l'Europe et des États-Unis. La façon de gérer et de voir le monde est différente. La façon d'appréhender l'autre est différente. La notion de liberté est différente et les fondamentaux de la société européenne et américaine sont différents. Ils sont complémentaires sur certains points, mais sont différents dans l'approche du monde. Une autre chose au niveau de la défense. Le pacte de Varsovie a disparu. L'OTAN a été fait contre le pacte de Varsovie. Pensez-vous que dynamiquement, historiquement, hegelien au niveau du terme, pensez-vous qu'une structure qui a été faite pour contrer une autre, alors celle-ci a disparu, peut survivre longtemps? Pensez-vous qu'elle n'appelle pas une mutation historique? Donc, et c'est là que l'Europe de la défense peut intervenir. Je parlais du traité modifié de 1948 sur l'UO, la naissance de l'UO, de la défense européenne. Ça a été avant l'OTAN. Avant l'OTAN. Donc, ces nouveaux pays qui ont adhéré à l'OTAN avant même d'adhérer à l'Union européenne, qui ont bien suivi au niveau de la Deuxième Guerre du Golfe, ils ont adhéré à l'OTAN. Je les ai rencontrés puisque j'ai fait une session européenne de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, et donc j'avais encadré des diplomates, ministres, etc., des nouveaux pays de l'Europe de l'Est, des nouveaux pays adhérents. Et c'était en 2000 à cette époque-là. Et donc, ils avaient répondu massivement oui à l'OTAN parce qu'ils avaient peur du russe. Et donc, et en échange, bien sûr que les États-Unis, l'OTAN leur apportant cette sécurité, il y avait un principe psychologique de vassalité que les États-Unis ont bien sûr agité au niveau de la Deuxième Guerre du Golfe. C'était le cas de la Pologne qui souffre d'une paranoïa collective contre la Russie. Qu'on peut expliquer, qui est légitimée, etc., mais on ne peut pas baser une politique étrangère tout le temps sur une paranoïa. Donc voilà, le terme, votre question est intéressante, mais il y a une mutation au niveau des mentalités due au résultat de la guerre du Golfe, etc. Voilà. À part de ça, ça donne l'occasion un petit peu de regarder que la politique européenne en sécurité et défense a une spécialité parce qu'elle prévoit déjà pratiquement dès le début qu'on aura une coopération renforcée entre quelques États membres qui ne concernent pas tous les États membres. Et bon, je vois sur des questions politiques générales, on peut bien se mettre d'accord aussi, mais en ce qui concerne des opérations spécifiques, la politique européenne sécurité et défense permet qu'il y a des opérations menées qui ont un accord politique de tous les États membres, mais auxquels participe seulement un groupe des États membres. Et comme ça permet aussi un petit peu une différenciation entre les États membres qui veulent plus s'engager dans une mission spécifique ou d'autres États membres qui disent je soutiens une politique, mais pour le moment, je n'ai pas les moyens à participer activement à telle ou telle opération.
c'est aussi un petit peu une spécificité du domaine militaire. Aussi, si on regarde toutes les structures militaires qui sont mises à la disposition, normalement ce sont des structures peut-être bilatérales et trilatérales, mais vous ne trouvez jamais des structures militaires qui dépassent un certain nombre des États membres parce que les militaires disent c'est trop compliqué à gérer. Comme ça aussi, les battle groups, normalement, ce sont peut-être 2 pays, quelquefois c'est un pays, mais il n'y a pas un battle group qui combine tous les 27 membres de l'Union européenne. Et aussi, on va continuer dans les chemins cette différenciation un petit peu avec la mise en œuvre du traité de Lisbonne qui va permettre une coopération renforcée. Ça veut dire qu'il va permettre à quelques États membres de coopérer plus étroitement dans quelques domaines dans lesquels ils le souhaitent. Parce que quand même, on est déjà maintenant dans une union à 27 membres, on doit travailler plus sur des mécanismes flexibles qui permettent une certaine flexibilité. Mais c'est clair que le but politique doit être partagé par tous, mais la participation à une telle télévision, ça peut être d'une manière individuelle.